Allez, madame, ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu veux un câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Je m'appelle Eden, j'ai 20 ans et je suis actuellement aux Beaux-Arts de Rouen. Avant, j'étais dans des relations où c'était moi qui aimais le plus en général, qui donnait beaucoup de moi-même, qui attendait pas grand-chose en retour, j'étais clairement dans de la dépendance. En fait, dans ma tête, en grandissant, en voyant les relations qu'avait eu ma mère, qui se sont terminées très mal, ou même quand elle me parlait, je pense que je me suis un peu basée sur le fait que si j'aime, je dois tout donner de moi-même, rien attendre forcément de l'autre personne. Moi, comment je l'ai expérimenté, parce que je pense que tout le monde peut avoir différentes situations par rapport à ça. J'étais toujours dans l'attente de plus, où la personne, elle était pas forcément à un point de moment de sa vie où elle était vraiment ouverte à une relation qui était sentimentale et émotionnelle, mais j'ai toujours attendu quelque chose de super deep, tu vois, et j'en demandais beaucoup, et je pense que les personnes elles pouvaient être super angoissées par rapport à ça. Enfin, je pense que c'est un sentiment un peu normal aussi. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à avoir des relations saines en amour ? Ma dernière relation, elle s'est terminée là, il y a 2-3 mois. Je suis encore super proche de la personne. C'est encore une personne qui me fait beaucoup de bien. C'est un peu mon meilleur ami en fait. En fait, tu vois, il y a eu la rupture, mais je pense que j'arrive pas encore à la faire forcément parce que j'ai encore des sentiments pour la personne et il le sait très bien. En fait, je pense qu'il a réussi à me poser, parce que j'ai toujours été un peu, pas chaotique dans ma vie, mais c'était plus de l'autodestruction par rapport aux addictions, etc. Des choses qui étaient des réponses à des traumas de ma vie, je pense. J'ai pas encore vraiment fait l'analyse de moi là-dessus, et je pense qu'il faudrait que j'en parle avec quelqu'un de professionnel là-dessus, mais... Et en fait, il a réussi à me poser et à me faire comprendre que cet auto-sabotage-là, il fallait juste en finir. Et c'est pour ça que je pourrais pas vraiment terminer cette relation-là avec lui. Peut-être avoir une autre relation dans d'autres formes qu'une relation sentimentale et amoureuse. Mais je pense que j'aurais vraiment toujours cette douceur pour lui, parce qu'il a réussi... je pense que c'est la seule personne qui a réussi à m'apaiser quelque part avec tout ce que j'ai vécu et tout ce que je peux encore vivre en ce moment, tu vois. Puis aussi le fait que je parte du Havre et que lui habite à Rouen, du coup, et que... on se connaissait déjà un peu avant. Enfin, on était ensemble avant que j'arrive à Rouen. Et je me suis retrouvée un peu seule à Rouen. Je connaissais du monde, mais pas autant qu'au Havre. J'ai construit ma vie au Havre, tu vois. Je suis née là, j'ai passé toute ma vie ici. Quand je suis arrivée à Rouen, je me suis rendu compte de la solitude dans laquelle je pouvais être quand tu arrives dans un endroit où en fait tu connais personne. Et c'était le seul que je voyais, etc. Il y a toujours un peu de dépendance quelque part. Et j'essaie de m'en défaire un peu, de voir d'autres personnes, de parler en amitié, tu vois. Mais je pense que c'est encore dur pour moi, surtout en ce moment, ce qui est en train de se passer par rapport à ma maman, qui est à l'hôpital. C'est encore... en fait, il m'accompagne dans toutes les merdes qui m'arrivent, sans être un peu trop vulgaire. Et je sais qu'il me lâchera, il va pas me lâcher, en fait. Et je le remercie de tout mon cœur. Et de toute façon, il le sait. Ouais, juste une douceur totale envers lui. Et je sais qu'il m'aime énormément. Et qu'on est un peu nos personnes préférées, tu vois. Et juste, on n'arrive pas à se lâcher l'un l'autre. Mais voilà, je l'aime énormément. Alors, pourquoi vous avez arrêté la relation amoureuse ? Parce que c'est une personne qui est émotionnellement très mature et moi, je te disais, j'ai pas encore je suis pas encore arrivée à ce stade. Je pense que je commence à l'avoir, mais à être stable dans ma vision de moi-même, ma vision du monde
et la vision du couple. Enfin, je pense que j'ai encore trop de problèmes avec moi et que lui, il est vraiment à un point de sa vie qui est plus avancé que la mienne. Mais je pense que aussi c'est le fait de l'âge qui est pas le même. Il a 9 ans de plus que moi, tu vois. Et donc forcément, c'est 2 points de vie différents qui sont faits par l'âge où malheureusement c'est comme ça. Je pense que si j'avais une relation avec une personne qui a 20 ans comme moi, tu vois, je pense que ce serait pas la même et peut-être que moi, ce serait moi qui serais plus émotionnellement mature, tu vois. Donc il l'a accepté, ça, le fait que je suis encore un peu trop chaotique dans ma vie, aussi du fait des traumas, tu vois. Ça commence à se résoudre et aussi grâce à lui, parce que c'est vraiment lui qui m'apporte cette stabilité, en fait, même si on n'a plus de relation. Mais c'est un peu ma personne à moi, quoi. C'est la personne avec qui je me sens le mieux. I told you I do. It's all I've ever felt. I've never felt so well. And if you don't know it, I wrote you this tune to be here loving you. Est-ce que tu penses qu'à terme, ce ne sera plus lui qui t'aidera, mais toi-même ? J'espère. Pour les personnes qui ont, comme moi, eu des traumas super tôt et un décès d'une personne super importante, mon papa, tu vois, je pense, c'était quand j'avais 4 ans, donc ça m'a... Puis aussi l'image du papa, tu vois, que tu perds super tôt, je pense que forcément ma maman, elle était seule et elle a essayé de faire de son mieux et elle a quand même bien réussi. Elle était ma mère, elle a magagéré quand même. Mais je pense que là, ouais, le fait que je perde mon papa super rapidement dans ma vie, puis j'ai pas envie de rentrer dans des questions freudiennes, tu vois. Ce serait un peu inintéressant, mais il y a toujours ce manque du père, je pense. Il y a un épisode, je crois l'épisode 17 de mémoire, où une jeune femme dit qu'on ne guérit jamais du manque d'amour et qui parlait du décès de ses 2 parents. Est-ce que tu as l'impression que cette autodestruction vient du fait que tu as manqué d'un être cher ? Ouais, carrément. Puis mon papa, il est pas décédé de mort naturelle, tu vois, il est décédé d'alcoolisme. Donc en plus, j'ai ce gène-là, ce gène défectueux où je suis plus enclin à avoir des problèmes d'alcoolisme ou d'autres problèmes du genre. Donc en plus, j'ai moi-même eu des problèmes avec l'alcool. C'était un moment de ma vie où j'étais vraiment pas bien du tout. C'était l'année dernière, c'était en mai. J'ai fait 1 mois du coup en hôpital psy. Ma mère était pas du tout au courant. C'était ma sœur qui était venue. Je lui avais dit, elle était arrivée à l'hôpital et elle m'a sorti un truc qui m'a un peu marqué. Ma chambre d'hosto, elle m'a dit que l'embryon quelque part il garde des souvenirs, que tu le veuilles ou non. Et aussi ce gène-là, forcément, qui n'aide pas, quoi. Tu parles d'alcool, donc qui est une forme de drogue, et tu utilises le terme de dépendance affective aussi, ce qui est apparenté aussi, quand il y a de la dépendance, c'est aussi l'effet d'une drogue. Est-ce que l'amour est une sorte de drogue douce ? Carrément. À fond. Je pense que c'est une drogue et je l'ai très bien ressenti dans mes dernières relations. Où... En fait, je désirais tellement aimer et d'être aimée en retour et peut-être, tu sais, combler ce sorte de vide que j'ai toujours eu. Et tu sais, demander à la personne aime-moi, essaie de combler mon vide où ça fait des années que je galère à faire quelque chose pour le combler, quoi. La dépendance affective, c'est un des pires mots parce que tu seras jamais assez soit aimé, soit désiré et en fait, c'est là qu'est le problème, c'est qu'il faut se désirer soi-même, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer quelqu'un et c'est ce que je suis en train de travailler sur moi depuis quelques temps maintenant
Mais bien sûr, c'est un travail de toute une vie, tu vois. C'est ça qui est encore dur, puisque je suis une personne super impatiente et j'ai envie que tout se fasse dans la minute. Dans mes relations aussi, je suis toujours la première personne à dire je t'aime. Je m'imagine 1500 scénarios dans la tête dans les premières semaines de la relation, etc. Oui, enfin, ça part toujours de... C'est ce manque-là, tu vois, qui te met plein de trucs dans ta tête, etc. et qui te dit que cette personne elle t'aime à tout prix. Sinon, tu vas finir seule et pas triste, enfin, mal aimée, on va dire. Est-ce que tu as l'impression que les hommes vivent aussi de la dépendance affective ? Du coup, je suis pas un homme, je pourrais pas te dire, mais de ce que j'ai vu dans mes relations avec des hommes cis, je crois pas. Je pense que bien sûr, il y a des hommes cis et surtout hétéros qui peuvent avoir la dépendance affective, mais je pense qu'on les met tellement dans des positions de pouvoir dans les relations sentimentales que c'est beaucoup plus rare. À ton avis, pourquoi les hommes continuent d'avoir le pouvoir dans les relations intimes ? C'est une grande question. Je pense qu'on n'a pas encore fait tout le travail politique qu'il y a à faire dans l'amour. C'est en marche, bien sûr. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de carcans sociétaux à changer par rapport à l'amour. Mais de toute façon, l'amour, c'est une sphère politique, c'est un champ de bataille, en fait, littéralement. C'est drôle que tu utilises le terme de champ de bataille pour l'amour, alors depuis toute petite, nous, on nous a appris que l'amour, c'était une histoire de prince et de princesse et que tout se passe bien à la fin. C'est comme si on nous donnait, tu sais, un peu comme l'expression du pain et des jeux, mais pour l'amour. Et je crois que ce qui m'embête dans l'amour, c'est le fait que ce soit encore les femmes qui se mettent à tout faire. Et qui se donnent énormément pour que tout fonctionne. Je dis les femmes et j'inclus les personnes queer dedans. Parce que je pense très honnêtement que lorsque tu te revendiques queer, en n'étant pas une femme, née à Fab, etc., tu as fait déjà un travail sur toi-même. Et tu vis une forme d'oppression. Les hommes ont tellement le pouvoir en permanence qu'ils ne s'aperçoivent même pas de la charge de domination qu'ils ont et le contrôle qu'ils ont dans chaque relation amoureuse. J'ai une amie qui dit souvent que chaque relation amoureuse, ce sont des formes de domination, quoi qu'il arrive. Et que trouver l'égalité, c'est très très difficile. Dans toutes les formes d'amour, que ce soit en amitié ou dans les amours platoniques ou autres, il y aura toujours une forme d'ascendant, parce que quand tu aimer, ça veut dire aussi donner. Tu te retrouves facilement dans des situations où tu peux un peu perdre une forme de toi-même en aimant quelqu'un. J'ai l'impression que mes formes d'amour personnellement sont assez saines et qu'on arrive très souvent à un rapport d'égalité avec les femmes. Je sais pas, parce qu'on s'écoute déjà et qu'on s'accepte les unes les autres avec nos défauts et nos qualités et qu'on apprécie les défauts des autres. Alors que dans les relations avec les hommes, quand il y a des rapports de séduction ou des rapports amoureux, on n'aime pas les défauts parce qu'on aime la personne, on aime les défauts parce qu'on veut que l'autre personne nous aime. Ce qui change complètement la donne. Est-ce que tu as eu l'impression un jour d'avoir l'ascendant dans une relation amoureuse ? Non, jamais. Et est-ce que tu as ressenti très rapidement le fait que tu étais soumise un peu, que l'autre personne avait la domination et le pouvoir dans la relation intime ? Je pense que je l'ai compris assez tôt dans ma première relation. J'avais 14 ans. C'était un gars... déjà, il était de droite. Il avait 2 ans de plus que moi. C'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la politique, très jeune, etc. Moi aussi, ça m'intéressait la politique à ce moment-là. Et je me disais, waouh, il est tellement intelligent. Et il utilisait beaucoup son intérêt très jeune pour ces choses-là dans un biais de rabaisser les gens. Et ça m'arrivait très souvent. Et je me rappelle cette phrase qu'il m'avait dite. Il m'avait dit cite-moi des auteurices, il n'avait même pas utilisé ce mot, tu vois. Cite-moi des auteurs féminines, etc. Ah bah tu vois, il n'y en a pas. Enfin... Maintenant, tu vois... Oui, toi aussi, je vois ta tête. Oh Et déjà, à cette époque, à 14 ans, tu savais qu'il y avait un problème. Ouais, je pense pas directement, tu vois.
C'était... Mais de toute façon, tu sais, les hommes, ils savent très bien comment utiliser ce patriarcat-là. C'est très subliminal, comment ils peuvent instaurer ça dans les relations. Ils savent très bien comment mettre les petits pics et les mettre sous le tapis pour que ça arrive d'un coup et que, en fait, on comprenne qu'on est dans un système de domination. Est-ce que t'as l'impression d'être souvent manipulée dans les relations amoureuses? Plus maintenant. Aussi parce que là, ma dernière relation, c'est quelque chose qui était finalement très sain, alors que c'est un homme 6-7, tu vois. C'est quelqu'un, je te disais tout à l'heure, qui est super mature émotionnellement et qui est très au courant des questions actuelles sur le féminisme et la queerness et aussi sur ma queerness. Il a totalement accepté le fait que je sois non-binaire très tôt dans notre relation. On en a parlé, ça c'est... très bien instauré. Je pense que c'est le seul mec 6-7 avec qui j'ai relationné qui a complètement accepté ça, tu vois. Ça fait 3 ans que je suis à peine sur mon identité de genre. Et les mecs à qui j'ai eu des relations plus ou moins longues, c'était, je pense, celui qui s'est moins posé de questions, tu vois. Qui a accepté ça directement et qui a même pas eu de questions malvenues ou juste c'était ok pour lui, quoi. Qui me semble normal. Oui, mais c'est pas encore assez normal pour beaucoup de personnes, quoi. Et c'est ça qui est assez chérissable dans les personnes avec qui juste il y a aucun problème. Plus je fais d'interviews, plus j'interroge des femmes, des personnes non binaires, des queers, plus on me dit ah, ils sont tous nuls, mais il y en a vraiment un, ça va. Genre on a toute notre 6-7 où ça va. Ouais, c'est ça. C'est un peu la carte 6-7 ok. Ouais. Si c'est l'apocalypse, je veux bien le sauver lui. Mais bon, pas les autres. J'avais inventé un jeu avec ma maman. C'était le jeu de l'apocalypse. Demain, c'est l'apocalypse. Toutes les femmes et les queers vont survivre. I'll be your water, bathing you clean as liquid peace. I'll be your ether, you'll breathe me in, you won't release. On a le droit, chacun, individuellement, de sauver 10 hommes 6 hétéros. On a le droit d'en sauver 0, et maximum, on a le droit d'en sauver 10. Toi, t'en sauves combien? Wow. Je suis en train de me faire la liste de tous les hommes dans ma vie qui sont ok, mais il y en a pas beaucoup. Déjà Clément, c'est sûr. Ça fait bizarre de voir... de se rendre compte dans notre entourage, tu vois, que ce jeu, à quel point c'est compliqué de finalement trouver des mecs 6-7. Ah, ça fait mal. Très souvent, parce que j'aime beaucoup ce jeu, en fait. Je trouve qu'on a eu une bonne idée de l'inventer. Ouais, c'est vrai. Très souvent, ce qu'on me dit, c'est je sauve les gars de ma famille, et je dis, ok, bon, t'as pas le droit de sauver ceux-ci, parce que c'est trop facile. Et là, souvent, donc on a le droit à 10 maximum. Je crois que le maximum qu'on me donne, c'est 3 personnes dans l'entourage proche, et je dis, on va pas sauver les hommes politiques. Ouais, il y a beaucoup de potes à moi que c'est ok, tu vois. Donc je pense que mes potes 6 mecs, c'est ok, quoi. Mais est-ce que tu voudrais vraiment faire... Donc il y a l'apocalypse, et après l'apocalypse, il y a un nouveau monde qu'on reconstruit. Après, c'est un peu une sorte de matriarcat, ce monde-là. Donc, est-ce que avec ce pouvoir-là, ce serait plus ok? Je sais pas, parce que je pense qu'il y a des femmes qui sauveraient des gros balourds, hein. Ouais. Je pense... on va prendre des cas extrêmes, mais la femme de Trump, elle va sûrement sauver Trump. C'est vrai. C'est vrai. Oh no, shit. Donc bien sûr qu'il y a des failles. Donc toi, vraiment, pose-toi la question. Dans l'apocalypse de demain, combien d'hommes 6 hétéros tu veux vraiment dans ton monde de demain, qui seront vraiment des alliés? Je crois qu'il y en a maximum 3-4. On n'en sauve pas beaucoup. Hein. Non. Et pourquoi on n'en sauve pas beaucoup?
si on connaît mieux les personnes, on sait très bien de quoi elles sont capables. Et est-ce que tu fais plus confiance aux femmes dans l'apocalypse de demain ? 100%. Même Ivana Trump, je sais plus c'est quoi son prénom. Ouais, on fait pas sororité avec tout le monde. Ouais, non, y a sororité avec les personnes qui sont dans notre combat, sinon... Je devrais créer quelque chose avec le jeu de l'apocalypse quand même. Ouais, c'est vrai, hein. Il y a beaucoup de personnes qui remettraient en question leurs amitiés, etc. Mais ça permet aussi de voir qu'on accepte énormément pour pas... parce qu'on a la flemme aussi de faire de la pédagogie, on a la flemme de revenir sur des petits points. J'ai plus envie d'en faire. J'en ai trop fait de la pédagogie avec des hommes. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis de base, mais beaucoup d'amis cis-mecs. En fait, t'es grand, c'est à toi de t'éduquer en fait. On a plus besoin d'avoir ce rôle-là en tant que personne féministe et queer, de tout le temps essayer d'éduquer des gens, alors que t'es un adulte, c'est à toi de le faire. L'éducation, on l'a fait pour des enfants en fait, de base. c'est à toi de t'éduquer et de te poser des questions sur ce genre de choses, parce qu'en fait, on se fatigue à la tâche à chaque fois. Et tu n'as que 20 ans. Du coup, moi, j'ai vraiment fait un énorme travail sur moi-même par rapport à la dépendance affective. Et en fait, je commence à vraiment réaliser, et on nous a blablaté des millions de fois par rapport à ça, mais s'aimer soi-même, c'est la chose la plus importante qu'on puisse se faire pour juste se remercier d'avoir vécu tant de choses pas dingues. S'aimer, c'est super important. S'apprendre à s'aimer, c'est un travail de toute une vie, mais c'est le plus tôt qu'on le fait, le plus tôt ça va mieux en fait. Et les traumas, ils sont là pour nous flinguer, ça c'est clair, mais aussi pour nous apprendre des choses. Aller mieux, ça en fait partie, je pense. Vous venez d'écouter le 32e épisode du podcast Parlez-moi d'amour, en compagnie de Eden, 20 ans, étudiante. Toutes les chansons ont été choisies par mon invité Eden et vous avez donc pu écouter I Love You de Fontaine DC, I Will Be Yours de Placebo et I Got to Sleep de Annika. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@west-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnahom. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec le soutien de West Track Radio.